Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Moi en tout cas c'est splendide. Dans l'une de mes dernières vidéos, Disney Actu Exam Stamkos 91 m'a suggéré de faire un épisode sur Walt Disney World. J'y ai réfléchi, mais je me suis rapidement rendu compte que ça serait bien trop long parce qu'il y en a tellement à dire. Mais c'est alors que j'ai eu une illumination et l'idée d'un projet un peu plus gros. En fait, je vais tout simplement créer plusieurs épisodes de suite traitant différents domaines de ce plus grand terrain privé au monde. Évidemment, j'avais en tête de débuter avec les 4 principaux parcs, soit Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios ou Animal Kingdom, mais j'opte finalement pour le Seven Seas Lagoon parce que j'avais extrêmement hâte de vous présenter le projet original pensé par Walter lui-même et qui aurait été beaucoup plus gros de ce que nous pouvons retrouver aujourd'hui. Et comme à chaque occasion, j'aimerais accueillir pas mais bien cette fois-ci mes invités spéciaux, Tic et Tac, tous deux parus la première fois en 1983 dans le cartoon intitulé Private Pluto. Bien oui, Tac, merci. Toi aussi, j'espère en tout cas. Mais je vais tout de suite commencer avec ce que c'est concrètement. Pour les incultes, le Seven Seas Lagoon est le plus grand lac artificiel du monde creusé par la Walt Disney Company, tout juste devant l'entrée du Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride. En fait, ce que j'appelle un lac est vraiment un lagon, mais avec une superficie beaucoup plus grande de ce que nous avons l'habitude de voir, car il est relié à Bay Lake avec le fameux pont d'eau. Historiquement parlant, il est au cœur de tout Walt Disney et accueille plusieurs hôtels comme le Grand Floridian Resort and Spa, le Polynesian Village Resort ou encore le Contemporary Resort. En plus des traversiers, le plan d'eau accueille de nombreuses activités nautiques qu'on ne retrouve dans aucun autre complexe d'amusement au monde. En effet, il y a possibilité de location de bateaux ou plusieurs autres véhicules nautiques pour découvrir le Seven Seas Lagoon et Bay Lake comme bon vous semble. Aussi, 8 plages dans les environs, 2 au Polynesian, une partagée avec le Grand Floridian, 2 près du Magic Kingdom, une au Contemporary Resort, l'autre au Wilderness Lodge et la dernière au Fort Wilderness Resort and Campground. Et pendant la soirée, un spectacle ambulant visite chacun de ces endroits, la Electrical Water Pageant, vraiment très intéressant. Bon, ça y est, je me lance dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit en introduction, le Seven Seas Lagoon n'est pas une idée d'hier. Walt a lui-même imaginé et commencé à concevoir ce qu'il appelait la destination voyage la plus parfaite et adaptée au monde. Mais pourquoi Seven Seas Lagoon? Pourquoi l'avoir nommé ainsi? Mais dans le fond, Disney imaginait un point d'eau où tout autour il y aurait, en plus de son Magic Kingdom, des hôtels thématisés sur différentes régions du monde et sur le futur pour un total de 7. Je me permets d'être un petit peu plus précis, les voici donc. Le Polynesian, le Contemporary, le Fort Wilderness, le Persian, l'Asian, le Venetian et le Cypress Point Lodge. Quoi? Les noms ne sont pas familiers. Mais écoutez, je vais vous les passer un par un, peut-être vous ferez des découvertes surprenantes. Alors le plus vieux de ces hôtels est le Polynesian Village Resort. Comparativement à Magic Kingdom, il est situé à l'opposé du lagon et est thématisé, comme son nom l'indique, aux îles du Pacifique. Aussi, en face de l'hôtel, il y a une île bien banale pour tout le monde aujourd'hui, mais pendant le premier mois suite à l'ouverture du Walt Disney World, une machine coûtant près de 400 000 $ qui était installée produisait de fortes vagues et les envoyait vers la plage de l'hôtel. C'était rien de petit en plus, parce qu'on avait la possibilité de faire du surf. Au cours de son existence, le Poly a connu quelques rénovations. Dès 1978, il y a l'ajout de plusieurs longhouses, tout comme en 1985, mais en 2014-2015, on parle plutôt de l'ajout de villas sur pilotis au-dessus de l'eau pour le Disney Vacation Club et une transformation complète de l'espace piscine. Bien qu'inauguré en même temps que le Polynesian, le Contemporary Resort est le deuxième hôtel du projet du Seven Seas Lagoon. Vous le connaissez, Walter était passionné des nouvelles technologies, mais surtout du futur en tant que tel. C'est pourquoi cet hôtel est resté à l'idée, même s'il ne s'agissait pas d'un lieu géographique terrestre. On peut se le dire, le Contemporary était très particulier, en commençant avec sa forme unique, comme la lettre A.
mais aussi car les rails du monorail traversent tout le resort sur sa longueur. Please stand clear of the doors. Por favor, manténganse alejado de las puertas. Sa méthode de construction aussi est unique. Chaque chambre est construite individuellement, puis chacun de ces blocs est assemblé l'un à côté de l'autre. En troisième lieu, nous avons le camping du Fort Wilderness. Ben oui, en effet, le camping se retrouve sous une forêt de cyprès et de pins pour vous offrir le meilleur du plein air. Il n'est pas rare également lors d'une randonnée de voir quelques petits animaux sauvages. Par contre, si vous revenez un peu plus dans la civilisation près de la plage de Bay Lake, nous retrouvons le Quick Service Crockett's Tavern, les restaurants Trail's End et le Pioneer Hall où, en plus de manger à volonté, vous avez l'occasion d'écouter un spectacle musical western, le Hoop-Dee-Doo Musical Review. Ce qui est fantastique aussi là-bas, c'est que tous les résidents du camping, mais également tous les autres visiteurs de Walt Disney, peuvent venir participer à un sing-along tous les soirs et rencontrer nos chers amis Tic et Tac pour déguster quelques guimauves au bord du feu avec eux. Pour sa petite histoire, le camping a pratiquement toujours été tel on le connaît aujourd'hui, sauf une augmentation du nombre de terrains et l'apparition de cabines, et entre 1973 et 1977, une voie ferrée, ici en rouge, a été établie pour desservir les différentes sections du camping et à l'époque pour un accès facile au parc aquatique River Country au lieu des autobus actuels. Cependant, en partie à cause du bruit, de la fumée et quelques déraillements, il a dû arrêter ses fonctions. Tout comme moi, vous connaissez Disney. Les différents wagons ont été recyclés et aujourd'hui encore nous pouvons en retrouver. Il y en a deux au Downtown Disney et un autre à l'entrée du Typhoon Lagoon. Ce qui est marrant en plus, c'est qu'il était identique au train faisant le tour du Magic Kingdom, sauf à une échelle un peu plus petite. Quoi ça? Aïe aïe, c'est bien drôle ça. En tout cas, j'espère que Donald m'entend pas. Il va sûrement se fâcher là. Mais sinon, si j'enchaîne, les resorts suivants qui étaient planifiés n'ont jamais vu le jour. Le premier, le Persian Resort, était un hôtel qui devait se retrouver sur un rivage de Bay Lake, tout juste au nord du Contemporary Resort et à l'est de Magic Kingdom. Ce resort aussi aurait eu une ligne de monorail qui le rejoindrait, mais qui continuerait sa course directement dans Tomorrowland, comme vous le voyez juste ici sur la carte. Côté design, l'hôtel serait étendu sur une forme circulaire et son lobby au centre aurait été surmonté d'un dôme haut de 24 pieds, ce qui représente 7,3 mètres. Aussi, pour représenter précisément l'architecture perse, les bâtiments seraient composés de beaucoup, mais de beaucoup d'arches. J'en compte 132 juste sur cette image. Et aussi, les couleurs seraient blanches et bleues avec une petite touche de doré. Le deuxième hôtel qui n'a jamais vu le jour est le Disney Venetian Resort. Situé entre le Transportation and Ticket Center et le Contemporary Resort, on aurait reproduit un quartier de la ville bien connue d'Italie, Venise. Plusieurs canaux auraient été creusés et un système unique pour l'hôtel de water taxi ou de gondole permettrait aux invités de voyager sous les fameux ponts entre les différentes sections et la reproduction de la place Saint-Marc. Le lobby, quant à lui, nous aurait présenté un plafond orné en verre, proposant donc un élégant et brillant atrium, où, à quelques pas, une station de monorail serait prête à nous amener au parc d'attractions un petit peu plus loin.
Au cours du temps, le projet s'est modifié et laissé alors place au Mediterranean Resort, qui aurait évidemment été situé lui aussi entre le Contemporary et le TTC. Bien que son nom parle de la mer Méditerranéenne, l'hôtel aurait principalement fait valoir la thématique grecque et serait sans doute l'hôtel le plus chic et le plus beau parmi tous ceux du Walt Disney World. Avec ses piscines magnifiques et ses jardins grandioses, la première raison qui a malheureusement poussé l'équipe à abandonner le projet est que des tests sur des échantillons du sol auraient démontré un parterre trop marécageux et pas suffisamment stable pour garantir une complète sécurité du bâtiment. Mais selon mes sources, Disney Imagineering n'a pas totalement abandonné, et si la technologie venait à évoluer de sorte à pouvoir construire ce resort à prix raisonnable, alors peut-être aurons-nous droit à un chef-d'œuvre architectural au cours des prochaines décennies. C'est autour de l'Asian Resort. Son nom n'est pas du trompeur car attention, il est thématisé sur l'Asie. C'est l'un des premiers hôtels à être planifié dans les années 60 en même temps que le 17th Lagoon soit en train d'être creusé. Entre autres, c'est ce qui explique le rivage parfaitement carré au bord du resort. En plus du bâtiment ressemblant à une forteresse asiatique, l'ameublement des chambres, le lobby, les salles à manger, etc. serait à la thaïlandaise, tout comme la nourriture qui y serait servie. Enfin, à cause de la crise du pétrole en 1973, le projet, mais également celui des autres hôtels oubliés, se sont vus annulés définitivement. Cependant, Disney ne pouvait pas se permettre de laisser un amas de terre carré en bordure de son lagon. Alors l'idée du Grand Floridian Resort & Spa est rapidement arrivée et celui-ci a donc ouvert en 1988. Voyez-vous, le Grand Floridian est tout aussi chic que l'Asian l'aurait été, mais son style se marie encore mieux avec l'entrée victorienne de Magic Kingdom. À l'origine, il s'appelait le Grand Floridian Beach Resort puisqu'il était inspiré de Del Corano Hotel de San Diego, lui-même à quelques mètres de la plage. De nos jours, le Grand Floridian est reconnu pour être l'un des plus fancy, voire même le plus luxueux de tous les hôtels de Disney World avec ses espaces dégagés très lumineux, par les côtés presque totalement vitrés et les murs intérieurs blancs. De l'extérieur, le resort est tout simplement magnifique avec des tourelles, des rangées de lucarnes à coupe triangulaire, des coupoles, des balcons, des appentis et j'en passe, toute la gamme de l'architecture victorienne est utilisée. Et puis en fait, pour répondre à ta question, au début de tout, Walt avait l'idée d'un petit hôtel nommé Cypress Point Lodge sur la thématique des grandes forêts de la Californie pour accompagner son camping, mais en cours de construction, l'idée a été mise sur la glace. Ok, ouais, on va dire comme ça, mais cependant, entre-temps, Disney est décédé et l'idée a été reportée plusieurs fois jusqu'au début des années 90 où l'équipe a conçu à l'emplacement prévu au départ un resort beaucoup plus gros que l'original et avec un style iconique de l'Amérique avec des éléments rustiques et romantiques provenant des parcs naturels forestiers, une proximité avec la nature et le mysticisme des Amérindiens, le Wilderness Lodge. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, mais il en vaut la peine par contre, car le concept a été réutilisé à 2 autres reprises. En premier, en 1992 pour le Sequoia Lodge de Disneyland Paris, et puis en 2001 pour le Grand Californian à Disneyland Resort en Californie. Je sais pas vraiment ce qui apporte le petit côté magique et paisible des décors, mais c'est tout simplement fabuleux. Ouais, peut-être. Mais en parlant du Wilderness Lodge et un peu plus tôt du Fort Wilderness, saviez-vous qu'en 1990, Disney World a également eu l'idée d'intégrer une jonction haute en animation entre l'hôtel et le camping. Semblable au boardwalk mathématisé sur le Far West, ce qui appelait le Buffalo Junction comprenait un hôtel, plusieurs boutiques et restaurants, mais aussi une copie du Buffalo Bill Wild West Show, un spectacle que nous retrouvons à Disneyland Paris. Le problème, c'est qu'à l'époque, les États-Unis ont vécu le début d'une récession économique importante et plusieurs projets, dont celui-ci, sont maintenus au neutre jusqu'à ce que des idées nouvelles prennent le dessus sur les anciennes. En regardant le peu de plans ou de dessins que les Imagineers ont fait anciennement, il est difficile de dire précisément ce à quoi ça leur aurait ressemblé, mais étant donné la popularité immense de l'hôtel Cheyenne, encore une fois à Disneyland en France, on peut supposer que les deux projets seraient très semblables l'un de l'autre, mais nous aurions eu droit à quelque chose d'un petit peu plus développé en Floride.
Et puis finalement, dans le même principe du train de tout à l'heure qui parcourait le Fort Wilderness, un train à vapeur aurait voyagé les gens entre 3 arrêts, un pour chaque resort. Donc voilà, je pense bien que ça fait le tour du Seven Seas Lagoon et Bay Lake. Quoique je pense à ça, il y a aussi une île dans le Bay Lake, plusieurs la reconnaissent et savent son nom, Discovery Island, mais n'ont aucune idée qu'est-ce qu'il y avait là-dessus ou encore s'il y a déjà eu quelque chose. Mais en fait, si je vous en parle, vous devez bien vous douter qu'elle a déjà servi à quelque chose. C'était un parc zoologique et une réserve naturelle qui a ouvert en 1974. Les visiteurs s'y rendaient en bateau et pouvaient passer une bonne partie de la journée à observer et apprendre sur plus de 200 espèces végétales, mais surtout sur plus de 100 animaux différents. Au tout début, Disney avait nommé l'île Treasure Island car elle représentait aussi des décors de pirates tirés du film L'île au trésor, sorti en 1950. Elle a été renommée Discovery Island en 1977 et en juin 1978, de nouveaux animaux exotiques tels que des alligators et des tortues des Galapagos ont été ajoutés. Finalement, l'ouverture du parc de 1998, Animal Kingdom a apporté le transfert des animaux dès 1996 vers ce nouveau parc et la fermeture définitive de l'île est en 1999. Par contre, en son honneur, la section centrale d'Animal Kingdom s'est nommée et se nomme toujours aujourd'hui Discovery Island. Alors c'est tout pour le moment, j'espère que je vous en ai appris beaucoup aujourd'hui avec cet épisode de nombreux projets oubliés ou d'activités effacées. Restez à l'affût car au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de nouvelles vidéos sur les 4 parcs thématiques de Walt Disney World sortiront. Mais en attendant, vous pouvez me laisser des questions, des commentaires ou des suggestions pour des épisodes à venir. Ça me ferait un réel plaisir. Merci beaucoup et à une prochaine fois.